Avant de commencer, je voudrais quand même me joindre à mes collègues pour remercier les organisateurs ou, pour ce colloque où vraiment l'interdisciplinarité montre ici tout son intérêt. Et je pense qu'on a tous appris beaucoup. C'est un diaporama. Donc, je vais vous parler cet après-midi de la bière dans les pays arabes. Et ça peut paraître un peu saugrenu d'évoquer la bière en islam, puisqu'on sait tous que le Coran interdit la consommation des boissons enivrantes, et on connaît tous les interdits dont est frappée cette religion en matière de consommation alcoolique. Or, les consommations de vin et de bière sont connues et bien documentées dans de nombreuses sources. Cependant, il reste de nombreuses ambiguïtés, notamment ce qu'on appelle bière dans le monde musulman médiéval et sur la manière dont elle est consommée. Et donc, dans cette courte introduction, finalement, j'ai un petit peu évoqué les trois sujets qui vont être le fil conducteur de mon intervention aujourd'hui. Premièrement, quelle est la position de l'islam face à la consommation des boissons alcoolisées? Deuxièmement, quelles sont les sources qui évoquent la bière? Et troisièmement, de quoi parle-t-on quand on parle de bière dans le monde musulman? Alors avant cela, un tout petit rappel, puisque je pense que tout le monde n'est pas familier avec le monde musulman médiéval. Donc j'ai mis ici une carte qui représente l'expansion de l'islam qui commence avec l'avènement du prophète Mahomet au 7e siècle et qui va avoir lieu de manière territoriale jusqu'au 8e siècle pour connaître une stabilité ensuite géographique et un pouvoir relativement centralisé jusqu'au début du XIe siècle où les pouvoirs régionaux vont se disloquer pour constituer des entités séparées. Alors, il faut bien garder à l'esprit que quand on parle de monde musulman médiéval, on parle en fait d'une entité géographique et non pas d'une communauté religieuse, puisque l'islam médiéval englobe de nombreux peuples et plusieurs religions. Et donc, on parle bien d'un espace géographique sous administration musulmane, car le droit musulman ne s'applique pas nécessairement aux chrétiens et aux juifs qui, en l'occurrence, ont le droit de produire, de vendre et de consommer de l'alcool. Alors, il est difficile d'établir une répartition des populations puisque les données démographiques n'existent pas pour cette période, mais le nombre de non-musulmans peut être relativement important. Par exemple, dans la péninsule ibérique, on estime qu'il y a au moins 25% de non-musulmans sous domination musulmane. Donc l'alcool est d'une part largement consommé par ces populations. Elles ont le droit d'établir des cultures, de les vendre et de les préparer. Et d'ailleurs, on a conservé euh, des traditions viticoles dans des pays du Moyen-Orient qui sont très connus, comme par exemple le Liban, l'Égypte ou la Syrie, ou même en Israël, où on produit toujours beaucoup d'alcool. Et bien sûr, l'alcool était également consommé par les musulmans, ce qui constituait une transgression religieuse qui fut plus ou moins forte aussi suivant les époques. Il faut bien garder à l'esprit qu'on a toujours consommé de l'alcool
et que c'était plus ou moins interdit selon les époques. Or, que nous disent les textes religieux sur ces consommations d'alcool? Alors, on a deux types de textes religieux. On a le Coran lui-même, où on trouve des sourates qui parlent d'alcool et de vin. Donc, la première des sourates est la sourate 16, et elle nous porte à considérer que la consommation de vin et les conséquences sociales de cette consommation ne préoccupaient pas vraiment les autorités annonciatrices de l'islam, qui avaient même tendance à considérer le vin plutôt comme le signe d'une faveur divine. Donc, dans cette sourate, on nous dit: vous retirerez une boisson enivrante et un aliment excellent des fruits des palmiers et des vignes. Donc, le vin de palmier, le vin de vigne est plutôt glorifié. Mais avec le temps, les conséquences de l'ivrognerie se manifestent de plus en plus, et de surcroît, ça se passe dans les espaces sacrés, ceux qui obligent les autorités divines, on va dire, à émettre une nouvelle sourate qui dit: il t'interroge sur l'alcool et sur le jeu d'argent, dit: en l'un comme en l'autre réside un péché grave et certaines utilités pour l'homme, mais dans les deux cas, le péché l'emporte sur l'utilité. Et puis finalement, il semble que le texte n'ayant pas, enfin l'interdiction divine n'étant pas claire, le texte revient à nouveau sur ce thème, parce que les habitudes des croyants demeurent inchangées, et ils commencent à venir à la prière en étant sous. C'est ce qui pose un grave problème. Et donc, il y a une nouvelle sourate où Allah va interpeller les croyants, c'est la numéro 4, verset 43, qui nous dit: vous qui croyez, n'approchez pas de la prière si vous êtes ivre, attendez de savoir ce que vous dites et n'approchez pas en état d'impureté. Donc, ce qui est interdit, en fait, dans le Coran, c'est de s'approcher de la prière en étant ivre, de façon à ne pas changer le message divin. Il y a un autre type de textes religieux qui sont les hadiths, donc qui sont en gros les dits du prophète, qui attestent des actions et des recommandations du prophète dans tous les compartiments de la vie quotidienne, et qui ont été compilés par Bukhari au 8e siècle et qui sont publiés sous la forme d'un ensemble de volumes à partir du 15e siècle. Et dans ces hadiths, il y en a un qui s'appelle le Kitab al-Hashriba, le livre sur les boissons, et on y trouve un épisode assez intéressant. C'est une délégation qui vient du Yémen et qui vient demander au prophète d'émettre une fatwa, c'est-à-dire un avis juridique, sur deux boissons fermentées qui sont produites au Yémen: al-bita, qui est une boisson à base de miel, et al-mizr, qui est une boisson à base d'orge et ou de blé. Ils savent en fait que l'alcool est interdit, et donc ils viennent demander au prophète qu'est-ce qu'on doit faire chez nous, en expliquant que au Yémen, ils disent: notre pays est froid et sombre et nous vivons de la culture de la terre, et sans le misre, nous ne serions pas en état de faire notre travail. Alors, le prophète leur dit que tout ce qui provoque l'ivresse est interdit, et donc les boissons qui deviendraient trop fortes sont interdites, et il conseille de ne pas consommer de boissons qui auraient fermenté plus de 3 jours. Alors, ces 3 jours sont très importants parce qu'on va les retrouver par la suite dans les textes qui décrivent la fabrication de bière, mais il est quand même évident que 3 jours suffisent à fabriquer une boisson qui contient un certain degré d'alcool, d'une part. Et d'autre part, il me paraît évident que quand on fabrique de la bière, on ne va pas la consommer en entier au bout de 3 jours, et donc certaines bières vont être conservées et continuer à fermenter et avoir plus d'alcool. Mais en tout cas, ce qui est important, si on fait un peu la synthèse des textes religieux, c'est qu'ils attestent dès le début de l'islam de l'existence et de la fabrication de boissons fermentées à base d'orge et ou de blé, et qui contient un certain degré d'alcool.
Euh, et nous allons maintenant voir comment la fabrication de bière a progressé et s'est développée pendant toute la période islamique. Alors, j'ai oublié de le dire tout à l'heure sur la carte, je vais surtout m'intéresser à la zone Égypte et Syrie, où on a beaucoup de sources qui parlent de cette région, mais également, il faut savoir que la bière est produite en Irak, enfin partout dans le monde arabe. Alors, quelles sont les sources qui traitent de la fabrication de la bière? Alors, en premier lieu, on a une source assez particulière, qui est un peu mon domaine, qui sont les livres de cuisine. Alors, ces livres de cuisine, dans toute société, ils ont été un peu mis de côté par les historiens qui jugeaient que c'était des sources un peu trop techniques et qu'on ne pouvait pas en tirer grand-chose. Sauf qu'avec l'avènement de l'histoire culturelle et de son pendant, l'histoire du quotidien, ce sont devenus des livres très précieux et très étudiés par les historiens. Et le monde arabe présente la particularité d'avoir produit énormément de livres de cuisine par rapport au monde occidental. On a recensé dans les sources plus d'une vingtaine de livres de cuisine avant la fin du XIIIe siècle, alors que ceci n'existait pas encore en Occident. Donc, je vous en ai reporté quelques-uns ici, que j'ai utilisés pour cette conférence. D'abord, il faut savoir que c'est important de savoir que ces livres de cuisine sont les héritiers des traités de médecine. Les premiers livres de cuisine ont été écrits par des médecins, et donc on trouve dans les livres de cuisine quasiment systématiquement des prescriptions médicales et des considérations sur la théorie de la médecine. Donc, parmi les livres que j'ai reportés ici, il y en a 5, donc qui sont écrits entre le 10e et le... Alors, pour le dernier, on ne sait pas exactement la date. Bon, on pense le 13e siècle, c'est le tout début de la période mamelouk, mais certains reportent qu'il a été écrit au 15e siècle. En tout cas, ils reportent tous la fabrication de boissons pétillantes fermentées. Et le dernier, le Kans al-Fawahid al-Mawahid, qui veut dire le trésor des conseils utiles pour la composition de la table, reporte 38 recettes de bière détaillées. Parmi les sources, on a aussi la poésie que j'ai utilisée, qui est une source très intéressante quand on travaille sur le monde arabe médiéval, parce qu'elle est très abondante et elle traite de tous les aspects sociaux de la vie. Et il y a des genres de poésie qui sont consacrés à l'amour, à l'éloge funèbre, au respect des anciens. Et il y a un genre qui s'appelle Khamriya et qui fait l'éloge de la consommation de vin. Et on y trouve également dans ce genre tout ce qui concerne les boissons, la bière notamment, moins développée, et également la consommation de hashish. Et j'en ai gardé un petit florilège si j'ai le temps pour vous montrer à la fin l'utilité de ce genre de sources pour l'historien. On a les sources juridiques, donc je les ai évoquées, ce qui sont les sources religieuses, mais on a également des sources techniques, notamment celles qui sont des textes de régulation des marchés. Donc, c'est la manière dont doit se comporter le mutassib, le contrôleur des marchés, et il décrit ses droits et ses devoirs. Donc, ces traités, dits traités de Hisba, comportent des chapitres sur les vins et sur les boissons fermentées. Et puis, enfin, on a les sources matérielles ou les sources archéologiques. Alors, n'étant pas archéologue moi-même, je ne vais pas trop m'y attarder, mais nul n'est parfait, comme je disais à Florent, mais malgré tout, j'ai tenu à montrer ces contenants parce qu'ils ont constitué une énigme pour les archéologues pendant plus d'un siècle. On n'a pas su ce que c'était. On pensait que c'était des contenants à eau bénite, des contenants à parfum, des contrepoids pour les métiers à tisser, jusqu'à un travail dans les années 90, en 92 exactement, de 2 chercheurs iraniens, Roshani et Adel, qui ont prouvé que ce type de faïence, de type sphéro-conique,
avait autrefois été utilisée comme une gourde à fouka, une gourde à bière, nom sur lequel je reviendrai plus loin. Alors, la bouteille est en général petite, en terre cuite, généralement non vernie, de forme sphéro-conique, avec un col court et un petit bec verseur, d'une hauteur d'environ 15 cm et d'un diamètre de 12 cm. Les parois sont très épaisses, de manière à résister à la pression, et le récipient est relativement lourd. Ils sont quelquefois ornés de motifs et de moulures avec des phrases de dédicace, comme celui qu'on a sur la gauche. Donc, qui est un récipient qui a été offert au sultan Rassoulide du Yémen, au Marashraf, par les sultans mamelouks qui entretenaient avec lui des relations commerciales, et on l'a retrouvé dans un ensemble de cadeaux diplomatiques, et donc il lui est dédié. On trouve ici en arabe le nom du sultan Rassoulide. Ces récipients ont été produits entre le Xe et le XIIIe siècle et on pense que leur origine, qu'ils viennent d'Iran. Alors, ils sont importants parce qu'ils nous disent beaucoup sur la manière de consommer la bière. Rouchani et Adol, qui ont travaillé donc sur le sujet, nous disent qu'il y a deux façons de boire la bière. Premièrement, de sucer l'ouverture du récipient, mais qu'en fait, on n'avait pas besoin d'aspirer la fouqa parce qu'on perçait le bouchon qui était en cuir en général pour le sceller avec un clou, et qu'à ce moment-là, la bière, sous l'effet de la pression, jaillissait, et donc on l'aspirait. Et quand la pression avait diminué, à ce moment-là, il suffisait de l'avaler en aspirant. Alors, on pourrait presque penser que finalement, cette consommation de bière, elle serait semblable à celle du champagne aujourd'hui, quand on agite la bouteille et qu'on ouvre, le champagne jaillit et puis ensuite, on le verse. Alors, venons-en au cœur de ce que constitue cette conférence. Qu'est-ce qu'on appelle bière dans le monde arabe? Donc moi, je n'étais pas spécialiste de la bière, j'ai pas mal travaillé sur le vin, mais quand je me suis penchée sur le sujet, j'avoue qu'à un moment, j'ai failli renoncer parce que je comprenais rien. Il règne une confusion terrible. D'une part, les appellations varient dans l'espace et dans le temps, et d'autre part, les historiens, pour ajouter à la confusion, les quelques historiens qui ont travaillé sur ce sujet soit ne sont pas d'accord, soit, à mon sens, ont reporté des faits qui sont faux, faute d'avoir consulté des sources, et notamment les sources culinaires, dans leur ensemble, et on trouve des erreurs certaines. Alors, commençons par les appellations de la bière. Donc, le premier des noms est le mot fouqa, arabe, qui est universellement reporté et qui est sans conteste une boisson gazeuse, puisqu'en arabe, le mot fouqa veut dire les bulles, et par extension la mousse, et c'est le terme que je vais employer indifféremment pour désigner la bière. D'ailleurs, on a cette définition. Non, pardon, excusez-moi. Ensuite, on a le terme axima, que beaucoup d'auteurs reportent comme étant de la bière, mais en fait, si on regarde sa préparation, on voit que c'est un mélange de gingembre, de poivre, de boutons de rose, de nard, de bétel, de cardamome, de clous de girofle, de massis, de menthe et de vinaigre fort. Et on nous dit qu'on mélange le tout, on le laisse pendant 2 jours, on fait chauffer jusqu'à ce que ça fasse un sirop, et quand on veut l'utiliser, on y ajoute du sucre et on presse des citrons. Et quand on regarde la définition d'axima dans le dictionnaire de Dozy, qui est le dictionnaire de référence pour les arabisants, il ne s'est pas fatigué, il a mis axima, oxymel. Et l'oxymel, donc du grec oxy qui veut dire acide et méli qui veut dire miel, et donc cette boisson d'un mélange de vinaigre et de miel qu'on utilise pour boire et aussi pour ses propriétés thérapeutiques. Et quand on écoute le mot axima et oxymel, on voit de suite qu'il y a quand même une cohérence phonétique, ce qui n'est pas étonnant puisque les Arabes qui ont traduit les textes grecs n'avaient pas quelquefois le vocabulaire scientifique et donc faisaient ainsi des transpositions
phonétique. Donc, Axima, qui est décrit comme de la bière, n'en est pas, à mon sens, et je ne l'ai pas traité plus que ça. On a ensuite le terme de misr, donc la fameuse bière qui viendrait du Yémen, que les Yéménites avaient ramenée au prophète, qui est une boisson enivrante à base d'orge et qui va devenir le nom le plus commun de la bière en Égypte. On en a la première mention dès le XIe siècle dans les archives de l'Égypte islamique, où un calife, durant la période fatimide, qui s'appelle Al-Hakim, va interdire aux Juifs d'un sanctuaire sacré de brasser du misre en invoquant une interdiction générale sur les boissons alcoolisées. Et ensuite, on a le mot bouza, donc c'est un nom tardif de la bière en Égypte qu'on ne trouve mentionné qu'après 1470. Un voyageur va la décrire ainsi: c'est une boisson plus proche d'un solide que d'un liquide, qui ressemble plus à de la farine fraîche et qui est légèrement fermentée avec une sorte de picotement pétillant transmis par les bulles, ayant l'odeur et le goût aigrelé de la levure et laissant peu de doute sur le fait qu'elle contient un peu d'alcool. Il y a un chercheur qui a consacré sa thèse à cette boisson en 2015, il s'appelle Omar Foda, et il nous dit qu'en raison de son degré d'alcool, elle était très appréciée par les Égyptiens qui la consommaient dans des tavernes durant la période postmoderne, soit après 1800. Et il nous dit aussi qu'en raison de sa consistance, on la considérait autant comme un aliment que comme une boisson. Donc, du fait de la période tardive de son apparition, également, je ne vais pas trop en parler. Alors, maintenant, venons-en à la bière. Donc, qu'est-ce que la bière dans le monde médiéval arabe? Donc, on trouve dans cette définition du lisan al-arabe, qui est le dictionnaire médiéval de l'époque médiévale, qui décrit les termes, et on trouve cette définition: fouqa, boisson faite d'orge et appelée ainsi en raison de l'écume qui se rassemble à son sommet. Alors, c'est intéressant parce qu'ici, on voit qu'on ne nous parle pas de fermentation. Sans fermentation, point d'alcool. Or, nous savons déjà par les textes religieux qu'il y a bien une fermentation et que cette fermentation, en théorie, ne doit pas excéder 3 jours afin que la boisson ne soit pas trop alcoolisée. Et comme je l'ai dit avant, il est peu probable que ce délai de 3 jours soit dans les faits respecté. Et c'est là, à mon sens, que vient une grande partie de la confusion autour de ce qu'on appelle bière. En effet, durant la période médiévale, ce qu'on appelle bière, fouqa, ne contient pas toujours une céréale, d'une part, et quand elle en contient une, elle ne subit pas nécessairement le processus de maltage qui consiste à faire germer l'orge. Or, si on regarde les livres de cuisine, eh ben, il semble qu'on ne puisse pas systématiquement définir le terme fouqa comme équivalent à bière, et c'est d'ailleurs pour ça que certains auteurs disent que c'est presque de la bière. En effet, l'amidon des céréales ne fermente pas efficacement s'il n'est pas d'abord divisé en sucre fermentescible, et il ne suffit pas de faire macérer une céréale qui peut être de l'orge d'ailleurs, de la farine, des morceaux de pain dans de l'eau un certain temps pour obtenir une véritable bière alcoolisée. Pour fabriquer de la bière, le grain doit, on l'a déjà vu plusieurs fois, doit être soumis au maltage, c'est-à-dire trempé dans l'eau, germé, afin de produire la diastase, l'enzyme qui va transformer l'amidon en maltose. Or, les sources culinaires désignent sous le nom de fouqa des boissons qui ont subi le maltage, des boissons qui sont simplement fermentées et des boissons fermentées qui ne contiennent aucune céréale. Donc, ce qu'on appelle fouqa dans l'esprit arabe, en fait, c'est une boisson pétillante. C'est la base. Le contenu a été suffisamment soumis à la fermentation pour produire du CO2 et de la mousse ou des bulles. Alors, ceci implique que la plupart des recettes de fouqa donnent des instructions sur la façon de préparer une boisson fermentée qu'on pourrait assimiler au kvass, la boisson qu'on boit
en Asie centrale, en Russie, en Ukraine, dans certains pays d'Europe de l'Est, qui existent toujours et dont on sait que la teneur en alcool est d'environ 2,2%. Mais si on la laisse fermenter seulement 3 jours suivant les prescriptions coraniques, le degré alcoolique sera de 0,7% à 1%. Donc, il est alcoolisé, mais très peu. Donc, ce qu'on appelle Fouka et Mise, c'est une bière plus ou moins alcoolisée, surmontée de mousse, mais où les céréales qui servent à la fabriquer n'ont pas nécessairement subi de germination. Donc, je reviens à ces confusions parce que je vous assure, ça a été un peu compliqué de préparer cette conférence. On appelle Fouka un peu tout et n'importe quoi. Alors, si on s'amuse à dépouiller les sources culinaires sur la fabrication de bière, comme je l'ai fait, on va trouver un ensemble de recettes qui décrivent des fabrications diverses. Alors moi, je me suis amusée à dépouiller toutes les recettes de bière que j'ai pu trouver dans le corpus des livres de cuisine dont je vous ai parlé, qui représentent environ 3000 recettes. On y trouve environ en tout 200 recettes de boissons et 50 recettes de bière. Quand on prend le livre de Sayar ibn Warak, le premier livre de cuisine qui nous est conservé du Xe siècle, on a un chapitre entier consacré à la fouqa. Et on a un indice dès le départ, donc dès l'ouverture du chapitre, l'auteur nous dit « Il faut savoir que la fouqa, faite avec de l'orge maltée en poudre, est mauvaise pour les nerfs et elle cause un mal de tête et des flatulences. Elle est diurétique, mais elle abaisse la chaleur excessive provoquée par les fièvres et elle diminue la bile jaune et elle permet aussi de refroidir l'estomac. » Donc, quand on n'est pas habitué aux termes médicaux, on ne comprend pas trop ce que ça veut dire, mais je peux vous dire que ça décrit la gueule de bois, sans conteste. Et donc, par contre, ce qui est intéressant dans ce premier chapitre, dans ce premier paragraphe d'ouverture, c'est qu'il est fait mention d'orge maltée en poudre. L'auteur continue ainsi, il décrit une deuxième fouqa, il dit « La fouqa qui est faite à partir de blé sans son, additionnée de menthe, de persil, d'estragon et de rue, est bonne pour la santé. Elle est plus nourrissante que la fouqa faite avec de l'orge maltée, cependant, elle n'est pas recommandée pour les personnes au tempérament chaud et pour ceux qui souffrent de fièvre. » Donc, en fait, la première qui donne la gueule de bois, elle est quand même mieux pour soigner la fièvre. Alors, les deux paragraphes sous-entendent que certaines recettes qualifiées de fouqa ne contiennent pas d'orge, mais du blé. On va regarder maintenant quelques recettes. Par exemple, après la recette sur l'ouverture sur les chapitres qui décrivent des problèmes médicaux, on a une première recette qui a pour titre la recette de l'orge germée. Donc, on a ici le mode opératoire. Choisis de l'orge de bonne qualité, récemment récoltée. La meilleure sera celle qui a été récoltée il y a 2 ou 3 mois. Fais-la tremper pendant 1 jour et 1 nuit. Égoutte l'orge le jour suivant et place-la sur un tapis de paille à l'ombre. Humidifie l'orge avec de l'eau et dès qu'elle a l'air sèche et jusqu'à ce que les germes deviennent épais et que les pousses s'entremêlent comme les feuilles de fenouil vert. À ce moment-là, arrête de mouiller avec de l'eau et laisse sécher. Puis écrase les germes et utilise-en autant qu'il te faudra pour faire de la bière. L'orge germée pendant les jours froids de l'année sera meilleure et donnera de meilleurs résultats, si Dieu veut. Donc, on a donc chez cet auteur une description de la façon de préparer l'orge pour la fouqa, qui indique ici qu'il y a une fouqa qui repose sur la germination de l'orge, qui est également la caractéristique essentielle de la bière. Il nous dit ensuite qu'on peut l'utiliser pour faire différentes fouqa, et donc dans la suite, il donne un ensemble de recettes. Il en propose une parfumée au pain de blé, au riz, à l'amande, aux épices et au miel. Alors, je vous donne ici par exemple une recette que j'ai tirée du Kans, le livre égyptien dont je vous ai parlé, d'un auteur anonyme. Ce
qui est intéressant, c'est que lui, il annonce une bière qui est dite mousseuse, faite avec de l'orge germée, et il précise également que c'est une bière qu'on garde. Alors, il nous explique, on fait germer l'orge, puis on la sèche et on l'écrase. On ajoute de la farine de blé, deux fois plus que l'orge, et on le met dans une jarre en terre. Dans une autre jarre, on fait bouillir de l'eau et on l'ajoute à la jarre contenant l'orge et la farine, qui répète l'opération deux fois. On couvre, on laisse pendant 3 jours, puis on découvre, et vous verrez que le liquide est devenu clair. Prenez ce que vous souhaitez et mettez-le dans une petite cruche. Ajoutez-y de la menthe hachée, du jus de citron, de la rue, des graines de grenade séchées, des écorces de citron. Laissez toute la nuit, puis sucrez avec des raisins ou du sirop de date et buvez. Donc on extrait une partie de la grande jarre, on parfume et puis on ne boit que le lendemain. Pour ce qui reste dans la jarre, vous versez dessus de l'eau froide, la même quantité que ce que vous avez retiré. Continuez de vous servir et de remplir jusqu'à ce que vous voyez ce qui était au fond remonter à la surface. À ce moment-là, vous devez en refaire. Donc, cependant, quand on lit la littérature, on voit que vraiment certains chercheurs sont plus hésitants sur les sources et insistent que la fouqa était faite sans alcool. Et donc, on a effectivement des recettes où on a des boissons pétillantes, on pourrait plutôt assimiler à de la limonade. Et on a par exemple des recettes où la céréale va être comme du pain séché ou des gâteaux comme celle-ci. Alors, on a ici une recette à base de pain rarif, c'est un pain, ce qu'on appelle le pain libanais en France, donc un pain sans mie. Un pain chaud qu'on laisse tremper dans 2 oukéas d'eau de rose. Je n'ai pas traduit, mais ça fait environ 100 millilitres. On ajoute un demi-rattle de sucre de 100 grammes, du sel gemme pilé, un rattle et demi de jus de grenade un peu acide et des coings. Avec tout ça, on pétrit un pain avec de l'eau de rose. On enlève l'excès de liquide. On mélange les liquides et le sucre. On verse dessus du nard, du mastic, de la noix, de la muscade, du poivre, du gingembre, un peu de safran. On laisse fermenter et on boit. Ça aussi, ça s'appelle fouqa. Donc, si je résume un petit peu ce dont je viens de parler, on a dans les livres de cuisine une 50aine de recettes et on comprend mieux la confusion sur ce qu'est la bière quand on lit ces livres de cuisine. La confusion a 3 origines, à mon sens. D'abord, les textes religieux qui interdisent formellement les boissons alcoolisées. Et c'est sans doute pour ça qu'il existe plein de recettes où on a simplement un jus de fruits additionné de diverses épices qui est laissé fermenter et qu'on appelle également fouqa, le même nom que la bière. Donc, on a l'appellation elle-même qui est désignée par fouqa et la même chose pour misre en Égypte, qui sont donc toutes les boissons fabriquées avec ou sans céréales et donc qui conduisent à cette boisson gazeuse qui définit ce qu'est la bière pour un arabe. Et enfin, on a les textes juridiques qui, suivant les périodes, interdisent la production et la consommation de fouqa, soulignant bien qu'elle est quand même alcoolisée. Alors, comme je disais, on a des recettes assez étranges, comme celle-ci, une recette de bière au crack. Donc c'est ces gâteaux ronds qu'on trouve dans tout le Moyen-Orient et le Maghreb, qui sont affilés sur des bâtons et qu'on achète pour quelques centimes. Eh bien, on peut en faire une bière en suivant cette recette. On prend 3 onces de sucre et 3 onces de graines de grenade, 3 dirhams de mélange d'épices, 3 dirhams de poivre et de gingembre, 2 onces d'eau de rose. On fait macérer les graines de grenade dans de l'eau jusqu'à ce qu'elles rendent leur jus. On tamise la farine et on dissout le sucre dans 1 litre d'eau. On met les épices dans un linge fermé. Puis on ajoute 10 fois la quantité de caque broyée au préalable avec des épices et on le met aussi dans une bourse. Puis on mélange le sucre et le jus de grenade. On ajoute de l'eau de rose dans lequel on a dissous du musc et on met le tout dans des petites jarres. On scelle après avoir rempli jusqu'en haut d'eau de rose musquée
et on laisse un jour et une nuit et c'est excellent. Voilà encore une nouvelle recette de fou. Enfin, je voudrais aborder brièvement la composante sociale de la bière, à savoir qu'est-ce qu'on boit et quand est-ce qu'on boit. Est-ce que la bière était accessible à tous? Alors, j'ai brièvement évoqué les usages médicaux, je ne vais pas les évoquer ici parce qu'à mon sens, ça pourrait faire l'objet, c'est un sujet en soi. Mais ce qui est certain, c'est que quand on lit les textes, la bière était généralement considérée comme une potion tonique et digestive. On a les textes également donc, législatifs qui régulent la consommation de bière et qui sont émis par les cours du sultan. Par exemple, en 1171, Saladin, donc, qui a succédé aux Fatimides et qui est le premier souverain ayoubide, une de ses premières décisions a été d'abolir la taxe sur la brasserie et de légaliser la production de bière. Son fils, 20 ans plus tard, va faire l'inverse. Il va abolir la décision de son père et taxer lourdement les brasseries qui deviennent sujettes donc à de lourdes taxes qui vont ramener des revenus, bien évidemment. Et afin d'augmenter la vente dans les brasseries qui sont taxées, il va interdire la production de bière maison, donc ça veut dire qu'on brassait de la bière à la maison pour pas faire concurrence donc aux brasseries. Un siècle plus tard, donc on a les Mamelouks qui ont pris le pouvoir en Égypte et le cinquième sultan, le sultan Al-Zahir Baïbar, lui, il a pour modèle Saladin et donc il va prendre la même mesure que lui. Il va à nouveau abolir les taxes sur la bière et la production de bière va être à nouveau libre de droit. Il est plutôt difficile de déterminer si la bière était réellement une consommation populaire. On nous dit que oui, ceci peut être suggéré par plusieurs textes qui semblent indiquer que c'est quand même une boisson du peuple. On a par exemple ce visiteur syrien au tournant du XIIe siècle qui vient en Égypte et qui observe la bière qu'il appelle vin de blé, donc il ne connaît pas cette boisson, ce qui montre qu'elle est peut-être moins commune en Syrie. Et il nous dit que c'est la boisson commune de la population locale. Et il remarque qu'elle est tellement consommée, il l'appelle le misre blanc. Donc c'est une bière dont on parlait tout à l'heure à table, probablement faite avec du blé. Elle est tellement populaire que le prix du blé avec lequel le misre est fait augmente en raison de sa trop forte consommation. Le caractère bon marché de la boisson est également sous-entendu dans un texte persan où l'auteur se plaint que ses salutations ne valent même pas la peine d'ouvrir une gourde de bière. Donc ça se passe au début du Xe siècle. Et au même siècle, Tabari, aussi un auteur persan, nous dit que le prix de la bière, même avec sa gourde, ne s'élève pas à grand-chose. Et il précise que les personnes d'envergure ne boivent pas dans le récipient de quelqu'un d'autre et qu'une fois qu'elle est bue et vidée, on jette le récipient, suggérant que le contenant et le contenu avaient peu de valeur. Un autre point concerne les lieux où on boit de la bière. Il y avait de la bière faite maison, comme je l'ai dit, mais les textes de régulation des marchés montrent qu'on buvait également de la bière à l'extérieur, en plein air, et on aime la boire très fraîche, glacée. D'ailleurs, souvent, on explique qu'elle est conservée dans de la glace et elle est bue glacée et c'est une boisson qui est privilégiée pendant la saison chaude de l'été et on la boit dans des lieux tels que les hammams, par exemple, les bains. Et on voit que c'est une boisson dans ces mois très chauds, elle n'est pas interdite pendant le ramadan, quand il coïncide avec l'été. Et il y a même un voyageur persan qui nous dit que les gens la boivent pour casser le jeûne du ramadan. Cependant, même si on dit que c'est une boisson populaire, on la retrouve dans les descriptions, des descriptions plus festives, des descriptions de banquets, des descriptions de fêtes dans les tavernes et dans les fêtes privées. Et on retrouve ceci dans la poésie classique.
où le jaillissement du liquide a donné naissance à des expressions métaphoriques utilisées le plus souvent pour montrer la pensée spontanée, la joie spontanée qui jaillit en même temps que la bière. Donc, on a ici ce poème du poète persan Samarcandi au XIIe siècle. Alors, je vais vous le lire parce qu'il est intéressant. Plus agréable que les lèvres du bien-aimé pour celui qui rompt le jeûne. C'est bien le bien-aimé parce que dans la poésie classique arabe, souvent la consommation de bière est assimilée aux amours homosexuels. Les lèvres de cette lourde gourde sont-elles remplies de fouca? Pour ceux qui jeûnent, le clou qui transperce l'ouverture de la gourde répond au désir de leur cœur et de leurs yeux. Pour être prête pour la table du lever du jour au coucher du soleil, la fourca est cachée dans de la glace pilée. Grâce à elle, je suis délivrée de la chaleur du jour en suçant avec la lèvre supérieure le liquide qui s'échappe. Si vous l'ordonnez, je donnerai un baiser de reconnaissance sur la gourde. Mes lèvres rejoindront les lèvres couvertes de peau de la gourde. Que votre regard envieux et malveillant se lasse quand la fourca jaillit de la gourde. Alors, le thème de la poésie de la bière reste pour l'instant totalement inexploité. À mon sens, il est vraiment intéressant. On trouve beaucoup de textes qui évoquent facilement le plaisir pris à la consommation de la bière, qui évoquent sa couleur, son parfum, son goût subtilement épicé. On a par exemple ce poème d'un poète très connu, Ibn Moutaz, un Syrien, qui est reporté dans un livre de savoir-vivre par un autre poète qui s'appelle Koujajim, donc qui est mort en 970. Il nous dit « Faites du cœur du blé le plus pur, brillante comme de l'argent, aussi odorante que le meilleur bois d'aloès de Mandal, elle délivre son parfum et ton esprit en meurt d'envie. Aussi délicieuse que la salive du baiser des amants, versée dans la bouteille, même le plus compétent croirait que c'est du bois de santal. Aux odeurs de musc, de sucre, c'est un parfum très prisé, et d'ambre mélangé à l'essence de girofle, un tel breuvage étanche la soif avant le repas. Et tel l'électuaire, préparation médicale, il éloigne la bile jaune. Pris avec de la glace, il guérit de la gueule de bois. On soigne le mal par le mal. Première action du matin, avec un rapide repas, comme l'eau du paradis, il décante dans le verre surmonté d'un filet tressé de perles fraîches, comme des fils brillants, finement entremêlés. Voilà, je vais m'arrêter ici. Donc, je vais vous rappeler en conclusion que ce travail nous a permis de mettre en évidence l'existence de ce qu'on peut appeler bière en Orient, au Moyen-Âge. Nous avons vu qu'il règne une grande confusion sur les termes, sur la composition et sur ce qu'on considérait être de la bière. Et cela vient du fait qu'il n'y a pas une bière, mais une diversité de boissons qu'on appelait bière et qui étaient en réalité toutes boissons fermentées et gazeuses. D'ailleurs, à l'heure actuelle, on appelle boulza en Syrie la limonade, par exemple. Alors, en Égypte, la consommation de bière a connu une forte diminution à partir du XIVe siècle, où les annales ne mentionnent plus du tout le nom de fourqa, mais celui de misre, et plus tard celui de bouza. Et à partir du XVIe siècle, il va y avoir une très forte diminution de la consommation de bière qui est associée aux épidémies de peste qui ont frappé l'Égypte. On attribuait la peste à cette boisson en raison de sa nature mousseuse et gazeuse, et aussi à cause de l'odeur désagréable et nauséabonde qu'elle dégageait lors de sa décomposition. C'est ainsi qu'en 1505, lorsque la peste s'est déclarée en Égypte, le sultan Al-Ashraf Kansu al-Khoury a ordonné à ses officiels de piller les maisons chrétiennes, d'y briser les cruches de vin, de brûler le hashish et le bouzza, et a interdit toutes les activités brassicoles. Je vous remercie.